Et bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va se pencher sur les tarifs douaniers de Donald Trump, la situation macroéconomique, également le S&P 500 et en fin de vidéo, je me pencherai sur le cas de Bitcoin et Ethereum. Est-ce que c'est le moment de les acheter? Est-ce qu'il faut attendre? On va voir ça. Donc le 2 avril, le jour de la libération, nous avons eu Donald Trump qui est passé en direct à la télévision avec joie où il a présenté sa petite pancarte sur laquelle se trouvent les tarifs douaniers qu'il décide de mettre en place pour les différents pays du monde, notamment la Chine 34% et l'Europe 20%. Donc cette situation est totalement catastrophique pour l'économie mondiale. On a eu la Chine qui a réagi directement en mettant en place des taxes équivalentes de 34% sur les produits américains, ici pour souligner l'absurdité de l'offensive américaine. On est clairement aujourd'hui dans une guerre commerciale. On peut d'ailleurs voir sur cette photo qu'ils ont l'air d'être contents d'être l'un à côté de l'autre. Enfin bref. Au niveau du S&P 500, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il a totalement craché. Donc ça, c'est un monthly. Pour que ce soit plus simple de visualiser, on va mettre en weekly. Donc la semaine dernière, le S&P 500 a chuté d'un total de 11%, ce qui est totalement énorme. C'est pas anodin, c'est pas comme ça que ça se passe généralement. Généralement, il y a beaucoup moins de volatilité, mais là, c'est un événement très particulier. Donc pour ceux et celles qui ont déjà vu ma vidéo la dernière fois, j'espère que vous avez écouté mon conseil de ne pas acheter le S&P 500 à ce moment-là, parce que je crois qu'au moment de la vidéo, le S&P était aux alentours des 5600 et 5700. Là, il est à 5070, donc ça n'a vraiment rien à voir. Dans ma dernière vidéo, donc pour ceux qui l'ont pas vue, je vous invite à aller la regarder où j'explique au niveau macro et technique pourquoi je pensais que ça allait chuter. Donc, j'avais parlé du VIX, l'indice de volatilité. Pour ceux qui savent pas, c'est inversement corrélé au S&P 500. Quand le VIX monte, c'est-à-dire que l'indice de volatilité monte, ça signifie que les investisseurs ont peur, donc ils rentrent pas dans le marché, dans les actifs et indices dits risqués, comme le S&P 500, le Nasdaq, ainsi que les crypto-monnaies, mais ils vont plutôt se pencher sur les actifs et les indices dits safe haven, comme le l'or et le franc suisse. Donc là, ça n'a rien à voir. On peut voir que la semaine dernière, le VIX a explosé à la hausse. Et dans ma dernière vidéo, j'avais dit qu'il fallait attendre que le VIX soit à 30 pour se pencher sur des achats. Ok, donc le VIX est à 30. Est-ce que c'est le moment d'acheter? Je pense pas. Pourquoi? Puisque cette situation de contre-attaque de la Chine, ben en fait, on pourrait la retrouver avec de grandes chances avec d'autres pays du monde, comme l'Europe, par exemple, qui pourraient imposer des tarifs également pour se protéger des tarifs que met en place Donald Trump. Donc si c'est le cas, ça va juste renforcer la chute du S&P 500 et donc la chute des crypto-monnaies et la chute du marché et la hausse du VIX. Donc, il faudra voir la semaine prochaine notamment si le VIX se calme. Donc se calme, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire qu'on ait la même réaction que le 5 août. Alors pour ceux qui savent pas ce qui s'est passé le 5 août, c'est quand le Japon a décidé de monter ses taux d'intérêt. Donc ça a fait crash le marché totalement. Juste avant, donc ça, c'était le jour où le Japon a annoncé ses taux d'intérêt. Alors non, c'était pas le jour où il a annoncé ses taux d'intérêt, mais c'est le jour où le marché a réouvert, donc le lundi, sachant qu'il avait annoncé ses taux d'intérêt 5 jours avant. Mais le marché a ouvert le lundi, il a décidé de réagir ce jour-là. Le jour suivant, qu'est-ce qu'on a eu? L'indice de volatilité est redescendu fortement. On peut corréler ça au S&P 500. On peut regarder le 5 août. Le 5 août, donc on était ici. Le lundi, le marché a crash et le lendemain, il est remonté pour au final remonter plus tard puisque l'indice de volatilité est redescendu. Donc c'est inversement corrélé. Donc le VIX est à 30. Est-ce que c'est le moment d'acheter? Pas forcément puisque la situation pourrait être pire. Donc ça, pour le S&P, on est au courant maintenant. On peut se pencher sur un indicateur qui est intéressant, c'est l'extension Fibonacci, pour savoir vers où il se dirige. Donc moi, j'avais dit entre 4800 et 5000, la zone qui me paraissait cohérente pour un rebond. Donc si on prend l'extension de Fibonacci, on prend le top jusqu'au dernier bottom, où on a eu ici un bear flag, donc une consolidation qui est généralement significative de chute à nouveau lorsqu'on le casse. Et ici, on a ici la zone 1 qui est à 5155, comme vous pouvez le voir, mais en fait, cette zone n'a pas réagi vraiment, genre, c'est pas vraiment le support. Mais on peut se rediriger vers le 1.6, 1.8 Fibonacci, qui est à 4759. Donc cette zone, c'est quasiment la zone que j'avais donnée dans les 4800. Ok. Donc pas forcément le bon moment d'acheter le S&P, surtout que si on regarde en monthly les indicateurs qui sont intéressants,
qui sont les suivants. Le RSI, où on peut voir que les moyennes mobiles ont croisé et qu'il est en train de plonger. Et également le MACD, qui est ici. Hop, on a le MACD, qui a un momentum baissier avec des moyennes mobiles qui se croisent. Donc comme la fois précédente, ici, le MACD qui se croise, on a une chute, et on a un support qui a établi sur la moyenne mobile des 50 derniers mois, qui est ici actuellement à 4700. Mais cette zone est vraiment significative en zone d'achat si le momentum repasse haussier et les moyennes mobiles se croisent. Donc ça, c'est vraiment des conditions qui sont importantes au niveau technique seulement, mais il faut quand même attendre que le macro se calme. Parce que les techniques, c'est bien beau, mais si au niveau macroéconomique, ça va pas du tout, on peut très bien avoir un crash du Covid, comme on a eu en 2019, où on a eu une chute de 37%. Donc là, faudra voir. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour l'Ethereum? Donc l'Ethereum, bien évidemment, il n'est pas aidé par ces situations macroéconomiques. On peut voir depuis longtemps que, en fait, on espère, les investisseurs et tout le monde espère que l'Ethereum monte et fasse un nouvel ATH, parce que c'est bien beau de faire de l'argent, tout ça. Mais si l'Ethereum chute tout le temps, bah en fait, ça sert à rien. On comprend pas l'intérêt d'investir dedans. Donc pour moi, l'Ethereum, donc ceci, bien sûr, n'est pas un conseil d'investissement. Je vous explique juste d'un point de vue technique ce que je pense qu'il pourrait se passer et les meilleures opportunités d'achat. Donc, au niveau d'Ethereum, ce que j'aime bien utiliser, moi, c'est le retracement de Fibonacci. Donc, pour ce faire, on prend le bottom du dernier bear market. Donc, lorsqu'on a eu la dernière chute, on prend le bottom jusqu'au top du cycle actuel qui s'établit à 4100. On appuie. Qu'est-ce qu'on a? On a des retracements de Fibonacci 0,382, 0,5, 0,618. Donc, c'est des retracements en termes de pourcentage. La zone qui pour moi est la plus intéressante généralement, c'est le retracement 0,75 et 0,786. C'est une zone, je ne sais pas pourquoi exactement, mais c'est une zone où Ethereum et Bitcoin ont tendance à toujours fortement réagir. On observe généralement les plus gros rebonds. Donc cette zone, elle s'établit entre 1670 et 1550. On n'a pas encore atteint ce prix-là, mais c'est cette zone-là. À ça, qu'est-ce qu'on peut ajouter comme confluence? On utilise donc ce qu'on appelle, vous allez sur TradingView, on a le profil de volume, on prend le bottom jusqu'au prix actuel, on trace, on appuie. On a trois zones. La première zone elle est ici, c'est le trait bleu, horizontal, c'est l'aire dite surévaluée. Ensuite, on a l'aire ici, qui est l'aire dite sous-évaluée. Et au milieu, le trait horizontal rouge, qui est le point de contrôle. Le point de contrôle, c'est la zone où généralement il y a le plus de contrats qui a été effectué, donc en termes d'achat et de vente. C'est là où les investisseurs se sont le plus placés. Cette zone, elle est totalement corrélée, en fait, au niveau 0,75 et 0,786 Fibonacci. Donc, potentiellement, moi, ce que j'imagine, c'est que si la situation macro continue de chuter, enfin, la situation macro continue de partir en cacahuète comme c'est actuellement, et si on a Bitcoin qui continue de chuter, on aurait potentiellement l'Ethereum qui viendrait se consolider dans cette zone pour plus tard revoir une hausse des prix, mais bien plus tard. Donc ça, c'est ce que j'imagine pour Ethereum. Ethereum, on peut le corréler à la dominance du Bitcoin. Pourquoi? Parce que tant que la dominance du Bitcoin monte, ben, la dominance de l'Ethereum chute. Et donc Ethereum chute, tandis que Bitcoin monte. C'est comme ça que ça fonctionne. Dans l'histoire, quand la dominance du Bitcoin est à un top, ça signifie que les altcoins sont au prix le plus bas. Parce que c'est la dominance du Bitcoin, c'est-à-dire qu'il y a 74% des liquidités du marché qui sont déversées dans le Bitcoin. Donc il y a quasiment rien du tout pour les altcoins. Tandis qu'ici, quand on est à 38,5 de la dominance du Bitcoin, c'est-à-dire qu'il n'y a que 38,5% de la liquidité qui est déversée dans le Bitcoin et le reste sur Ethereum et les autres actifs, comme les altcoins. Donc ici, c'est la zone où les altcoins sont le plus haut. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le retracement Fibonacci 0,75 et 0,786, qui est pour moi le prochain point clé. Pourquoi? Puisque le dernier retracement Fibonacci de 0,618, qui s'établit ici à 60%, on a vu que pendant longtemps, en weekly, c'était considéré comme une zone de rejet, donc une zone de résistance, notamment en octobre. Puisqu'à partir de là, on a eu une mini all season qui s'est mise en place, mais qui n'a pas duré très longtemps. Et ensuite, finalement, on a décidé de casser cette zone pour la transformer en tant que support. Donc la prochaine zone est la zone de 65 à 66%. Donc selon moi, la dominance du Bitcoin va continuer de monter. Quand elle atteindra ce palier, on aura certainement Ethereum qui sera plus bas. Et ce sera pour moi, les meilleurs moments, les meilleures opportunités
pour essayer de rentrer sur Ethereum et sur les altcoins si on a une cassure de la trend du Bitcoin, de la dominance du Bitcoin, c'est-à-dire que il faut attendre cette zone-là, ok, et ensuite, une fois qu'on atteint cette zone-là, il faut attendre le fait qu'on ait un lower low, c'est-à-dire qu'on monte pas continuellement, mais qu'on monte moins et qu'ensuite on descende à nouveau. Donc ça, ce serait la meilleure situation pour pouvoir investir sur les altcoins. Ensuite, on va se pencher donc sur le Bitcoin. Donc sur le Bitcoin, lui, c'est pareil. Ce que j'aime bien utiliser, c'est la moyenne mobile des 50 dernières semaines. Donc pour ça, vous allez dans Indicateur, vous marquez EMA, moyenne mobile exponentielle, vous appuyez dessus. Ensuite, vous allez dans les paramètres et vous changez la longueur et vous mettez 50. Et ça vous donne cette petite moyenne. Généralement, c'est la meilleure moyenne mobile qui indique si on est dans un bull run ou un bear market. Pourquoi? Puisque quand on est au-dessus, ça signifie qu'on a un support et qu'on peut continuer à monter. Mais à partir du moment où on commence à clôturer en dessous, c'est le moment où en fait il faut se retirer des marchés comme ici. On est en dessous, ça devient difficile. On a un retracement puisque bien évidemment les marchés ne chutent pas continuellement ou ne montent pas continuellement. On a toujours des retracements. On a eu un retracement, on a clôturé au-dessus, mais 2 semaines après, on a clôturé en dessous et on a continué de rejeter. Et finalement, ce mouvement, il a dirigé le marché vers le bottom du bear market, donc à 15 000. Tandis qu'aujourd'hui, on a eu plusieurs fois un support qui a été établi ici, 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 et également ici, où on a eu un rebond, où on a eu une hausse de 17%. Donc ça, c'est en weekly. Maintenant, ce que je regarde, moi, c'est en daily. Donc déjà, par rapport à la situation macro, on sait que c'est assez difficile et risqué d'investir dans le Bitcoin. Il faut attendre que la situation se calme et que les tarifs, soit ça s'estompe, soit on a des accords entre les différents pays pour pouvoir trouver un accord commun et qu'ensuite les investisseurs puissent revenir puisque la situation économique serait à nouveau stable et donc que le VIX chute. Actuellement, c'est pas le cas. Mais si on voudrait acheter le Bitcoin, moi, ce que je suppose et ce que j'ai remarqué dans le temps, c'est que quand la moyenne mobile des 50 derniers jours au niveau du Bitcoin, quand on est en dessous, ben en fait, c'est pas le moment d'acheter. Quel est l'intérêt de l'acheter si on est en dessous? Parce que ça veut dire que ça pourrait descendre beaucoup plus. Donc en fait, on fait face à un risque de perte si on n'est pas au-dessus. Mais lorsqu'on est au-dessus, comme ici, ben on peut observer des gains qui sont effectués. Ici, on a eu un gain de 10%. Ici, quand on est revenu au-dessus, on a eu un gain de 15%. La règle ici, c'est quand on a 3 jours consécutifs qui clôturent au-dessus de cette moyenne mobile, on peut se pencher sur de l'achat, mais pas avant 3 jours consécutifs. Et tant qu'on est en dessous, bah en fait, ça sert à rien d'acheter puisqu'on est à risque d'avoir le prix plus bas. Donc en fait, on achète potentiellement au prix le plus haut. Donc si on n'a pas 3 jours consécutifs actuellement au-dessus de 87 000, bah en fait, ça sert à rien. Donc ce qu'il faudrait qu'on voit, c'est le marché qui consolide encore, qui monte au-dessus de cette moyenne mobile, qui vient nous retracer. Là, sur cette période de temps, on aurait la moyenne mobile qui se déplacerait comme ça. Donc, on aurait un retracement dedans. Et il faudrait 3 jours consécutifs au-dessus pour pouvoir ensuite voir un retour et potentiellement un nouvel ATH. L'ATH, ok, mais où? Alors, l'ATH, pour savoir où est-ce qu'on peut en avoir potentiellement, on utilise l'extension de Fibonacci. Donc, on prend le dernier bottom qui a été effectué le 29 juillet, le 5 août 2024, donc par rapport à la hausse des taux d'intérêt du Japon, jusqu'au top, jusqu'au bottom local, potentiellement local, et on aurait un potentiel prochain top autour des 136 000 dollars du Bitcoin. Ok. Ensuite, prochain cas, disons on n'arrive pas à passer 3 jours consécutifs au-dessus de cette moyenne mobile. La prochaine zone d'achat, selon moi, qui est la plus importante, c'est la zone des 68 000 à 72 000. Pourquoi? Simplement parce que c'est cette zone où on a eu la plus grosse réaction du marché. Parce que là, vous pouvez le voir depuis mars 2024 jusqu'à octobre 2024, donc c'est quand même une longue durée. On a eu une phase de consolidation. Et dès qu'on est sorti de cette phase de consolidation, on a eu une explosion en une semaine de 20%. Donc c'est énorme. Donc c'est une zone où il y a eu un énorme intérêt des investisseurs de se placer sur de l'achat sur du Bitcoin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais on n'arrive pas à passer au-dessus de cette zone-là, potentiellement on pourrait revenir dans la zone des 69 000 à 72 000. Et si on a une consolidation ici et une cassure de la moyenne mobile, donc ce serait quelque chose qui se produise de la manière suivante. Tac. Si on a ça qui se produit et qu'on casse à ce moment-là, là c'est le moment d'acheter et au final qu'est-ce qui se sera passé? Ben, en fait on aura acheté plus bas, donc on aura été moins à risque
et on a eu un meilleur prix du Bitcoin de l'achat. Donc voilà, ça c'est ce que je pense pour le Nasdaq, le S&P, le VIX, Ethereum et Bitcoin. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu pour me motiver à continuer à faire ce genre de vidéos. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à mettre en commentaire des avis ou ce que vous voudriez que je me penche pour les prochaines vidéos. Et voilà, merci, à bientôt, ciao!